Les FARDC et l'UPDF ont donné le bilan préliminaire des attaques contre les positions de l'ADF. Il fait état de 31 otages libérés, 34 terroristes ADF capturés et 4 lieux de campement ennemis détruits. La loi sur la transplantation d'organes du corps humain a franchi l'étape du Sénat et est envoyée à l'Assemblée nationale. La proposition de loi initiée par le sénateur Kaumba Lufunda va mettre en place une législation là où la loi sur la santé publique reste muette. Les désignations des membres de la CENI, le PPRD garde sa position. Il n'enverra aucun représentant à l'actuel bureau de la centrale électorale aussi longtemps que les conditions qui ont concouru à sa composition restent inchangées. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur, et merci d'être avec nous sur Télé 50. FARDC et UPDF ont communiqué sur le bilan préliminaire des frappes aériennes et de tirs d'artillerie du 30 novembre dernier. Selon les deux forces, cette offensive a fait libérer 31 otages congolais et a permis la capture de 34 terroristes ADF, tandis que 4 lieux de campement ennemis ont été détruits. Communiqué de presse. Les forces armées de la République démocratique du Congo et l'UPDF portent à la connaissance du public que depuis le lancement des opérations contre le terroriste ADF et leurs forces supplétives locales, la situation sécuritaire demeure calme sur le théâtre. En plus des opérations préliminaires en cours, les deux forces engagées se livrent présentement aux travaux de construction et de réhabilitation des routes pour faciliter et sécuriser davantage le mouvement des militaires et le déplacement de la population civile, particulièrement sur les axes Mbao-Kamango et Nobili-Kamango-Semuliki-Beni. En outre, en vue de fidéliser la population et combattre la propagande nocive distillée par les ADF et leurs alliés, les forces armées de la République démocratique du Congo et l'UPDF ont lancé une vaste campagne de sensibilisation et installé des centres médicaux à Mukakati et Kakibombo dans le cadre des actions civilo-militaires qui portent déjà des fruits. Enfin, les deux forces portent à la connaissance du public que le bilan préliminaire des frappes aériennes et de l'artillerie du 30 novembre 2021 fait état de 31 otages congolais libérés, 34 terroristes ADF capturés et 4 bivouacs ennemis détruits. L'UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que dans la conduite des opérations, les unités respectent les droits de l'homme, le droit international humanitaire et les règles d'engagement. Fait à Kinshasa le 10 décembre 2021, Kasonga Chibanguléon Richard, général-major, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Flavia Biekwaso, PSC, général de brigade, défense, spokesperson. Et le Sénat a voté vendredi la proposition de loi sur la transplantation d'organes, de tissus et des cellules du corps humain. C'est une première dans l'histoire du pays. La loi est envoyée à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Fabien Lumbala. Le Sénat vote la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, de tissus et cellules du corps humain. D'après le sénateur Kaumba, l'auteur de cette proposition de loi, ce vote est une occasion pour la République démocratique du Congo de se développer sur le plan des structures médicales afin de permettre aux Congolais de se faire soigner au pays. C'est depuis 2015-2016 que nous avions commencé à travailler sur l'élaboration de cette loi, sous l'encadrement du professeur Seka qui est le premier grand néphrologue de ce pays et qui a formé pratiquement toutes les équipes de néphrologues, des gens capables de procéder à ce genre de transplantation. Sous un autre registre, les sénateurs
ont, au cours de cette plénière, voté le rapport de la synthèse des vacances parlementaires couvrant la période du 16 juin au 14 septembre 2021. Un document résumé des problèmes de développement des 26 provinces et 145 territoires. Le Sénat a formulé quelques recommandations au gouvernement, parmi lesquelles l'application de la retenue à la source de 40% de recettes à caractère national allouées à la province et la rigueur dans la répartition équitable des ressources nationales. Et puis le Sénat, à travers son président, s'est montré exigeant vis-à-vis du gouvernement représenté par son ministre des Finances, Nicolas Kazadi, lors de l'examen et vote de la loi de la reddition de comptes 2020 et du collectif budgétaire 2021. Modeste Bahati Lukwebo a fait quelques observations et des recommandations au gouvernement afin d'améliorer sa gestion de recettes et des dépenses publiques. Ces propos sont recueillis par Fabien Lumbala. Vous avez dit exactement ceci, que pour ce qui est de la régularisation en bloc de dépenses, il y a lieu de noter que votre gouvernement a pris toutes les dispositions idoines pour que cette pratique soit bien encadrée à l'avenir. Mon problème, c'est à l'avenir. Donc vous voulez dire que si on a commis des fautes de gestion, on va croiser les bras, il n'y aura pas de sanctions, et puis ça porte sur à peu près 700 milliards de francs congolais. Donc lorsque le gouvernement précédent devait rendre le tablier, tout ce qu'on a sorti sans justification, par une simple lettre du ministre des Finances, on demande à la Banque centrale de régulariser 700 milliards de francs congolais. Nous ne pouvons pas l'accepter, nous, en tant qu'autorité budgétaire. Nous mettrons sur pied une commission d'enquête après que le rapport de l'ECOFIN élargi sera déposé, pour que, dans le moindre détail, ou même dans les grandes lignes, cette pratique qu'il faut condamner ne puisse plus se produire et qu'on en sache un peu trop. Où sont allés tous ces milliards? Et le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba, a reçu dans son cabinet de travail jeudi le caucus des députés nationaux Né Congo du Congo central. Au menu de leur entretien, la construction du port en eau profonde de Banana à Mwanda, tel que promis par le président de la République. La construction du port en eau profonde de Banana à Mwanda inquiète les notables de la province du Congo central. Le sujet a fait l'objet d'un échange jeudi dernier entre le caucus des députés issus de cette province et le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando. Ces élus nationaux étaient venus s'informer sur l'évolution de ces projets, déjà sur la table du gouvernement. Notre objectif, c'était de savoir en fait la lecture que lui, il avait lu, le ministre, sur le communiqué du Conseil des ministres qui disait qu'il devait faire passer sur ordre du président de la République le dossier du pont route rail. Alors ça a inquiété les députés que nous sommes, et nous sommes venus entendre son explication, mais nous avons insisté que ce n'est pas parce qu'ils voient les députés nationaux du Congo central venir ici que le pays doit penser que port en eau profonde est une histoire de Bakongo. Les Bakongo ne cherchent pas un quatrième port, nous en avons déjà 3. Mais nous voulons seulement mettre dans la tête de tout le monde le port en eau profonde, c'est une affaire de souveraineté nationale. Après avoir entendu leurs préoccupations, Christian Mwando Nsimba a promis de faire entendre leur voix lors du prochain Conseil des ministres. Et la société ERA Congo, œuvrant dans la vente du crédit carbone dans le monde, imprime déjà ses empreintes malgré quelques perturbations dues à la Covid-19. Ce samedi, les cadres de cette entreprise se sont réunis à Kinshasa pour évaluer le travail déjà abattu pour mieux se projeter dans l'avenir. L'objectif de cette activité était de présenter toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre pour la vente des crédits carbone. Ces dernières devaient palper du doigt les réalisations de ERA Congo conçues depuis 2011. Depuis son installation dans le Maïndombe, ERA Congo a beaucoup contribué dans les vécus quotidiens de la population de ce coin du pays. Na mosala oyo ERA azali kosala
na mabei na ngai nazali kosepela na mosala yango mingi mpamba te penza ezali lisungi moko munene na ekolo ya biso ya Congo. Sur l'échelle internationale, l'entreprise commence déjà à laisser ses traces, confirme Jean-Robert Boingoy, administrateur gérant. Nous sommes assez satisfaits des résultats que nous avons. D'abord, notre élément principal, c'est de pouvoir produire les crédits carbone et de les monétiser pour notre bénéfice, pour le bénéfice de notre société, le bénéfice des populations riveraines et le bénéfice à la fois du gouvernement de la République et du gouvernement provincial. En 2011, nous avons produit 2,5 millions de tonnes. En 2016, nous avons produit 10 millions de tonnes pour les inventaires de 2013 jusqu'à 2016. Actuellement, le marché a commencé à montrer des signes de bonne existence et nous avons été capables de vendre même les inventaires de 2011 qui étaient invendus depuis 2011. Nous étions capables de vendre il y a 2-3 semaines. Et donc cet objectif-là, il est amplement atteint. ERA Congo reste déterminé à travailler pour le gouvernement de la République et son partenaire Wadelev Fox dans le cadre de la production de crédits carbone. Et le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, a volé au secours de plusieurs personnes en situation de détresse dans le territoire d'Ouvira, au sud Kivu. Des vivres et non-vivres constitués des sacs de farine, des riz, mais aussi des bâches pour ceux dont les maisons ont été détruites par les eaux du lac Tanganyika ont été remis. Des sinistrés des inondations du lac Tanganyika, débordant de joie à l'arrivée de la délégation dépêchée par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, venu les assister. Ils ont reçu des vivres et non-vivres. Il s'agit de la première partie de l'aide humanitaire destinée à soulager un tant soit peu les familles des victimes. Même ambiance du côté des déplacés de guerre. Les communautés toutes tendances confondues ont reçu tour à tour des sacs de farine, du riz, une aide du ministre d'État Alexis Guissaro. Les bénéficiaires ont tout simplement dit merci à leur bienfaiteur. C'est un sentiment de joie et de satisfaction de voir le ministre Alexis Guissaro nous donner cette assistance pour nourrir nos familles. Ce geste prouve son amour envers nous car toutes les communautés sont représentées. Les femmes bloquées à la maternité de l'hôpital général d'Ouvira et celui de Kasenga depuis plusieurs mois suite à l'insolvabilité, le jour de la gloire est enfin arrivé pour elles. Le ministre Alexis Guissaro a soldé toutes les factures, il en est de même pour d'autres patients. Ma facture était de $240. Je remercie le ministre Alexis Guissaro pour cette aide, que Dieu le bénisse. Le chef de la délégation, Jafet Bidja, a transmis les salutations du ministre à toutes les communautés. Nous avons amené cette assistance pour vous permettre de sortir. Je vous demande de rentrer à la maison et fêter avec le ministre Alexis Guissaro. Qui peut faire ça si ce n'est pas le ministre d'État Alexis Guissaro qui imprime son style et sa méthode envers ses compatriotes en situation difficile, et cela conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie réitère sa position de ne pas envoyer ses représentants à la CENI. Dans une déclaration politique, le PPRD a encore une fois décrié le processus de désignation des membres de la centrale électorale et se dit pas concerné par celui-ci. C'est à l'issue d'une réunion datée du 7 décembre tenue avec ses élus sur la même question que le PPRD a confirmé sa position. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie dit réaffirmer son refus de participer au processus de désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le PPRD tient à informer une fois de plus l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'est pas du tout concerné par ce processus de désignation et l'envoi de ses membres à la CENI pour des raisons connues de tous. Selon le secrétaire permanent du PPRD Emmanuel Ramazani Chadari, tout cadre du parti qui sera retenu par le bureau de l'Assemblée nationale le sera à titre personnel et s'exposera à des sanctions exemplaires pour indiscipline et haute trahison. Le Parti du peuple pour la reconstruction ne peut pas avoir d'autre position que celle de la famille politique dont il est membre actif, à savoir le Front commun pour le Congo, a-t-il souligné dans cette déclaration politique
rendu public ce samedi. Et un autre parti politique, l'Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement, ABD, en sigle, a procédé ce samedi à l'installation des comités sous-fédéraux et du comité fédéral de la ville de Kinshasa. Un appel à l'adhésion massive de la population a été lancé à cette occasion. C'est plus d'une dizaine de comités sous-fédéraux qui a été installé pour servir de pont entre le comité exécutif de Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement et la population. Les adhérents à la vision du parti ABD pourront désormais s'abreuver de la sève idéologique de son initiateur, Cédric Chizainga Kapumba. Le président national du parti a voulu que le parti se rapproche de plus en plus de la population, d'où vous avez vu que nous avions installé 11 sous-fédérations, c'est-à-dire nous avions subdivisé Kinshasa en 11, afin que les dirigeants des différentes sous-fédérations se rapprochent davantage de la population, essaient d'échanger avec la population, afin que nous puissions ensemble préparer les élections de 2023. L'ambition est grande, l'ABD ratisse large. Le parti politique ABD, comme vous le savez, est un parti qui est en train de grandir chaque jour. Et la ville de Kinshasa étant la capitale du pays, au nom du président national du parti, sous l'impulsion du président national du parti, l'honorable Cédric Chizainga Kapumba, il a souhaité que nous puissions organiser davantage le parti au niveau de Kinshasa. D'où nous avions organisé les 11 sous-fédérations ainsi que la fédération qui a été installée aujourd'hui avec la mission d'agrandir le parti, de faire de toutes les parcelles de la ville de Kinshasa qui est des membres de l'ABD. La conquête du pouvoir dépendant de la capacité d'organisation d'un parti, de son programme socio-politique et de la mobilisation des forces vives, il va sans dire que Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement s'est bien lancé dans la course. Et la ville de Lubumbashi a abrité cette semaine la première matinée politique de la dynamique des femmes pour le changement du parti politique Ensemble pour la République. Les femmes de la province du Haut-Katanga et du Lualaba ont pris part active à cette journée. La dynamique des femmes pour les changements, sous l'initiative de la coordinatrice nationale, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, a organisé une matinée politique à l'intention des femmes du Haut-Katanga et du Lualaba. Le centre Aropé de Lubumbashi a servi de cadre à la tenue de cette matinée des hautes portées stratégiques et politiques qui a gravité autour de plusieurs sujets. C'est d'abord le leadership féminin, un sujet développé par le professeur Georgette Biebi. Dans son exposé, elle a exhorté les femmes d'Ensemble pour la République, sur qui repose la confiance du chairman Moïse Katumbi Chapwe, à opter pour le leadership positif afin d'influencer et de porter haut les valeurs du parti. Ensuite, la députée nationale Tania Mokolo et la sénatrice Sona Kamitatu ont saisi de l'opportunité pour partager leurs expériences vécues dans les domaines politiques. Enfin, le leadership féminin et communication politique, un sous-thème important qui a été développé par les coachs Eugène Kandolo. Le président Moïse Katumbi a fait éruption et ne pouvait pas rater à ces rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, aidez-nous à reconstruire notre pays ensemble. Je compte beaucoup sur vous. En tout cas, je suis à Tuafika au mois de janvier. Je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux. Cette matinée politique a permis d'outiller davantage les femmes. Nous avons constaté qu'il y avait une faiblesse dans le chef des femmes. Les femmes leaders n'osent pas prendre la parole, n'osent pas aller sur les médias, même quand les journalistes vont. Beaucoup de journalistes se plaignent, maman, pourquoi les dames n'aiment pas parler sur les médias? Alors on a compris qu'il y avait un manque et qu'il fallait combler ce manque par des formations. C'est par une photo des familles que la matinée politique s'est clôturée. Durant 4 jours, le personnel de la DGDA a été formé sur l'application SEN, une application qui permet d'avoir des renseignements douaniers. Organisée par le Bureau régional de liaison, cette session a consisté à renforcer les capacités des douaniers congolais dans la lutte contre la fraude, notamment par la gestion des risques. La session de formation douanière organisée par le Bureau régional de liaison chargé de renseignement se clôturait ce vendredi 10 décembre. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, un aspect important, celui de la gestion des risques, a été relevé, avec notamment le défi actuel sur le terrorisme et le crime organisé dans les frontières. Promouvoir la culture de renseignement au sein de l'administration générale des douanes.
Connaître la place et le rôle de la douane ainsi que les techniques de ciblage et de profilage de voyageurs à risque. Former et doter de nouveaux utilisateurs du SEN et du SENCOM des connaissances nécessaires à la collecte et à l'analyse des données liées à la fraude, au grand trafic et à la criminalité transfrontalière organisée. Des échanges ont porté sur 10 modules permettant ainsi aux participants d'interagir sur notamment la sécurité de l'information et du renseignement. Une sensibilisation sur les dangers liés à la violation de la confidentialité des informations internes à l'administration de douane a été de mise. Nous restons convaincus que la formation que nous venons de dispenser au personnel des douanes congolaises sera déterminante pour la réussite des missions assignées à la DGDA. Votre assiduité durant ces 5 jours de formation a montré l'intérêt que vous portez aux questions sus-évoquées. Les débats chauds survenus à l'occasion de nos travaux nous permettent de dire que vous avez bien compris les enjeux que représente le processus de production, l'échange d'informations et de partage de renseignements pour une administration des douanes qui se veut moderne. Par ce séminaire, la douane congolaise vient de démontrer tout l'attachement qu'elle accorde à la modernisation de son administration en choisissant d'intégrer la formation sur le renseignement en son sein. Et dans la province du Lualaba, le gouverneur intérimaire a tapé du poing sur la table, appelant ainsi TFM à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour minimiser l'impact environnemental de la pollution. Cela fait suite à l'implantation de son usine de production de la chaux dans 3 villages du territoire de Lubudi. Le rapport de la société civile mettant en cause Tenkefunguru Mining sur la pollution de 3 villages du territoire de Lubudi suite à l'implantation de son usine de chaux a poussé Madame le gouverneur de la province du Lualaba à se rendre à Fungurume le jeudi 9 décembre 2021. Après l'accueil chaleureux de la population, Masuka Saini a rassemblé les représentants de TFM, de la population, des villages victimes et ceux de la société civile. Nathalie Ngandou, commissaire général du gouvernement provincial en charge du genre, les membres du conseil provincial de sécurité ont pris part à l'échange en présence de Christian Mukunto, bourgmestre de la commune. Très préoccupé par la situation, l'autorité provinciale a pris le temps nécessaire pour écouter toutes les parties. Le temps était d'abord donné à la société civile pour faire la synthèse du rapport. J'ai un rapport, il faut éclairer les autorités sur ma plainte il y a population. Population, il plaindre que depuis d'installer une usine, il y a chaud, il faut victime, il y a pollution, il y a pollution, il faut à la base, il y a ma situation miki. C'était ensuite le tour des représentants des populations touchées qui ont chargé TFM de travailler en foulant aux pieds les normes d'impact environnemental tout en invitant instamment la femme numéro 1 du Lualaba à s'impliquer personnellement pour les remettre dans leurs droits. Un enfant affecté par un problème de peau lui a même été présenté. C'est le docteur. Touché par cette situation, Masuka Saini a tapé du poing sur la table. Elle a invité TFM à prendre des dispositions qui s'imposent pour résoudre le plus rapidement possible ce problème. Nous avons eu le rapport que nous avons remis aujourd'hui à la société TFM pour que nous puissions trouver des solutions à court, à moyen et à long terme pour cette population de 3 villages qui environnent l'usine. Au sortir du lieu de la réunion, Fifi Masuka Saini a été ovationné par la population avant de recevoir le mémo du comité local de la jeunesse. Les cadres de l'Union sacrée de la nation à Fungurume l'ont aussi approché. La chef de l'exécutif provincial les a sensibilisés à travailler dans l'unité et à continuer à soutenir sans relâche la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et parlons du festival film alimentaire 3e édition. Les rideaux ont été tirés le jeudi à Mweneditu. Les participants venus de 2 provinces, principalement Lomami et Kasaï oriental, ont suivi les 2 films projetés et à la une. L'ENABEL qui a organisé ce festival et qui a annoncé également la mise en place d'un comité de suivi de réalisation des recommandations du festival 2021. Emmanuel Kalanger. La dernière journée du festival film alimentaire a vécu ce jeudi 9 décembre dans la salle Bedom, ville de Mweneditu. Les participants ont suivi les 2 films projetés.
Le premier résume la situation du reboisement des milieux qui ont été désertifiés par l'œuvre humaine. L'assistance a eu le mot juste pour en tirer des leçons. En ce qui concerne les thèmes, la nourriture sur notre propre plat, c'est-à-dire nous avons besoin de cultiver la terre, nous avons besoin de transformer la terre, nous avons besoin d'occuper la terre et mener toutes les autres activités qui sont favorables à la production alimentaire. Les festins est l'intitulé du deuxième film projeté. Réalisé au Sénégal, il tourne autour du comportement des populations locales au regard des activités agricoles ou mieux paysannes en leur faveur. À la suite des travaux en groupe, chaque équipe a présenté le résultat de son travail de manière élaborée. Les deux ministres provinciaux de l'agriculture se sont dit satisfaits à la fin des travaux. La reconstruction, redéfinir notre projet agricole pour les deux provinces. Quand on organise chaque année, parce que ça c'est la troisième fois. La journée s'est clôturée par l'annonce de la mise en place d'un comité de suivi des recommandations du FA 2021. La troisième édition du festival film alimentaire a donc été clôturée par l'expression des remerciements de Hilaire Tinda, chargé des programmes et représentant du coordonnateur provincial de Enabel. Et présentation ce samedi du livre Covid-19, un nouveau problème de santé publique, mise au point d'une stratégie de contrôle applicable au contexte de la RDC, l'un des rares ouvrages qui aborde la question de manière contextualisée. Il est publié par le Centre de connaissances en santé en RDC. L'ouvrage est l'œuvre collective de plusieurs chercheurs, notamment le professeur Faustin Chengue. C'est une étude secondaire qui est partie de la revue de la littérature. On croit Faustin Chengue, médecin et professeur à la faculté de médecine et à l'école des santé publiques de l'université de Lubumbashi. 7 chercheurs ont participé à l'élaboration de ce nouveau-né dans le monde du livre. L'objectif était de mettre au point une stratégie de contrôle de la COVID-19 qui soit applicable au contexte de la République démocratique du Congo. Les auteurs y sont parvenus grâce à l'analyse verticale qui a permis d'abord de mieux comprendre la COVID-19 comme maladie, puis comme un problème de santé publique. Une façon pour eux d'apporter une contribution dans la riposte contre cette pandémie meurtrière. Alors nous sommes partis sur la revue de la littérature. On a analysé et on a synthétisé une centaine de documents qui ont été publiés pendant une année depuis que la Covid a été déclarée dans notre pays le 10 mars 2020 jusqu'au 10 mars 2021. Alors cette série de documents nous ont permis dans un premier temps de pouvoir retracer l'histoire naturelle de la maladie de manière naturelle, c'est-à-dire sans intervention aucune. À partir de là, on a pu maintenant essayer de mettre à identifier les différentes interventions qui peuvent être mises en œuvre et bien sûr essayer de les situer dans cette histoire naturelle de la maladie, à quel niveau chaque intervention peut intervenir pour justement arriver à agir. Aujourd'hui, on doit être heureux parce que notre pays peut maintenant disposer d'une stratégie efficace de lutte contre cette maladie. Ce nouveau livre intitulé Covid-19, un nouveau problème de santé publique, mis au point d'une stratégie de contrôle applicable au contexte de la République démocratique du Congo, est scindé en 3 parties, dont l'introduction, les commentaires et la conclusion, et à 10 pages. La genèse du Grand Kasaï Fondation, les élections du 24 août 2019, le dossier Grand Kasaï en justice, c'est l'essentiel de la communication du président de Grand Kasaï Fondation, Claes Mwepu Katombe, ce samedi au siège de cette structure située à Kinshasa, Gombe. Le président élu du Grand Kasaï Fondation depuis 2019 a dans une communication qualifiée de feuilleton vérité contre vérité fixé l'opinion sur la création de sa structure, les élections légales qui ont porté son comité à la tête du Grand Kasaï Fondation le 24 août 2019, fondant ainsi la légitimité des dirigeants de cette structure légalement connue des institutions de la République, des élections dont les résultats ont été salués par tous, y compris les anciens dirigeants déchus selon lui, à cause de ce qu'il a qualifié de mégestion et détournement des biens. Claes Mwepu Katombe n'est pas parti par 4 chemins. Nous rappelons que cette décision de déchéance
de Denis Kambaï avait été prise par l'Assemblée générale ordinaire de mars 2019, laquelle Assemblée n'a jamais été attaquée en justice jusqu'à ce jour. Pour une bonne compréhension, la déchéance de notre frère était déjà intervenue au mois de mars 2019 et non avec l'élection du président intervenu le 24 août 2019, comme on veut le faire croire à l'opinion. Cette organisation avait suivi et respecté toute la procédure telle que dictée par nos statuts. Le ministère avait dépêché une délégation du secrétariat général de la deuxième direction des associations et cultes pour superviser l'élection du nouveau président du Grand Kasaï Fondation. En attendant l'issue d'un dossier Grand Kasaï encore pendant dans une procédure judiciaire latente, les structures sous le label Grand Kasaï Fondation se multiplient au grand bonheur des divisionnistes et des diviseurs. Et la Fondation Trésor Moutiki a fait un don en équipement sportif à l'équipe de l'OC Mungano. La remise symbolique a eu lieu au cours d'une soirée organisée mercredi à Kinshasa en présence du président du conseil d'administration de cette Fondation Trésor Moutiki. Il s'agit de 8 jeux de vareuse avec tenue des gardiens, 45 ballons, des chasubles et autres effets. Trésor Moutiki, entouré de ses plus proches collaborateurs, tient au rayonnement de l'équipe OC Mungano, représentée à cette cérémonie par le président du comité de coordination, Annie Lunanga, et du premier vice-président, Ushindi. Ces équipements remis dans un premier temps à titre symbolique à Kinshasa feront l'objet d'une remise effective aux bénéficiaires à Bukavu le samedi 18 décembre prochain en présence des supporters et fanatiques. L'objectif poursuivi est de témoigner le soutien de la Fondation Trésor Moutiki à ce club qui fait la fierté de toute une identité culturelle et un patrimoine provincial. Le président de l'OC Mungano a remercié le PCA de la TMF pour son geste. Par la même occasion, il a lancé un vibrant appel à tous les fanatiques et supporters du club afin de prendre part active au stade de la Concorde de Kadutu le samedi prochain à la cérémonie de remise de ces équipements. C'était vraiment un sentiment de joie. Nous sommes très reconnaissants et nous demandons à nos fanatiques de bien vouloir accueillir ces équipements que la marque TMF vient de nous offrir et au staff et à la logistique de l'équipe d'en faire bon usage. Signalons qu'une convention de collaboration a été signée entre le PCA de TMF et le président de Mungano pour la mise à disposition du club des équipements sportifs floqués de la marque TMF, notion différente de celle des sponsoring maillots. Et enfin, un nouvel acteur sur le marché des télécommunications en RDC lance ses offres à destination du grand public quinois. Il s'agit de l'offre Canal Box Premium et Canal Box Start qui, grâce à son réseau en fibre optique, garantit à ses abonnés une qualité de service et des prix très accessibles. Le groupe Vivendi Africa a présenté l'offre Canal Box au grand public ce vendredi 10 décembre. Offre qui accorde la fibre optique directement jusqu'aux clients, particuliers ou professionnels. En présence des officiels du pays, notamment du ministre des PT Antique, il s'agit pour les Congolais d'accéder à Internet en très haut débit grâce à une connexion illimitée pour un prix véritablement accessible. Et un projet comme celui-ci s'est avéré encore plus important dans le contexte actuel de la pandémie, où nous tous nous avons besoin d'un accès à Internet fiable, qui marche, pour continuer nos activités quotidiennes, soit chez nous à la maison, soit au travail, que ce soit pour les études, pour les activités professionnelles et aussi pour le loisir. Dans ce sens, nous avons créé déjà plus d'une centaine d'employés directs et aussi indirects à travers nos partenaires, autant des employés. Pour le directeur général de GVA RDC, l'accès à Internet à haut débit étant un facteur de développement économique, les offres Canal Box Star et Canal Box Premium correspondent mieux aux besoins des Quinois en ce sens. Les points d'atterrage que nous avons sont ceux qui vont nous permettre de fournir des connexions très haut débit, 100% fibre optique et en illimité. Nous, on est là pour offrir une connexion très haut débit, en illimité, fiable pour la famille et accessible.
GVA RDC, qui a commencé à déployer son réseau de fibre optique sur la commune de Kitambo, compte poursuivre son expansion dans les autres communes de Kinshasa. Place au rappel des titres à présent. Les FARDC et l'UPDF ont donné le bilan préliminaire des attaques contre les positions de l'ADF. Il fait état de 31 otages libérés, 34 terroristes ADF capturés et 4 lieux de campement ennemis détruits. Les deux armées ont confirmé respecter le droit de l'homme durant les assauts. Et la loi sur la transplantation d'organes du corps humain a franchi l'étape du Sénat et envoyée à l'Assemblée nationale. La proposition de loi initiée par le sénateur Kaoumba Lufunda va mettre en place une législation là où la loi sur la santé publique reste muette. Et désignation des membres de la CENI, le PPRD garde sa position. Il n'enverra aucun représentant à l'actuel bureau de la centrale électorale aussi longtemps que les conditions qui ont concouru à sa composition restent inchangées. Fin ce journal, merci infiniment pour votre fidélité. Un grand merci également à toute l'équipe technique et à l'équipe web de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.